Bonjour, je vous laisse vous présenter en 2 mots, nous dire d'où vous venez et ce que vous faites là ce soir. Je suis économiste et sociologue, ce qui n'est pas une qualité extraordinaire, et je suis membre de la Fondation Copernic, donc, qui est un groupe de travail, de militants, de chercheurs, d'hommes, de femmes, de jeunes, de plus anciens, etc., qui mettent en commun pour élaborer et surtout pour élaborer des critiques et des propositions en vue de mobiliser des populations et non pas en vue de dire voici nos propositions, est-ce qu'elles vous intéressent, comme si on était sur un marché. Nous ne sommes pas sur un marché, nous sommes dans la mobilisation sociale. Et donc cette organisation, c'est? Pardon? Cette organisation, vous ne l'avez pas nommée? Comment la Fondation Copernic. D'accord. Donc une question très simple, pour quelle raison, à votre avis, est-ce que, premièrement, les politiques ne s'intéressent pas au développement de l'entrepreneuriat social? Je pense qu'ils s'y intéressent, mais c'est extrêmement difficile dans le cadre actuel où les politiques sont soumis à une pression absolument considérable de ce qu'on appelle les marchés. Les marchés, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des grandes puissances multinationales dans l'industrie, le commerce et la finance étant aujourd'hui la sphère dominante. Et cette pression est telle que les politiques prennent des mesures qui ne sont pas très favorables ni aux associations, ni à l'économie sociale et solidaire. Par exemple, tout à l'heure, une des intervenantes a dit assez brillamment que les entreprises de l'économie sociale et solidaire étaient avantagées fiscalement, etc. D'abord, premièrement, ce n'est pas exact, ça peut l'être formellement avec des taux, mais deuxièmement, les grandes entreprises savent quitter, ont suffisamment d'avocats, d'experts, etc., que j'ai bien fréquentés, pour se sortir de la difficulté. Et ensuite, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les associations, elles, ne cherchent pas à exploiter la main-d'œuvre. Elles respectent, en principe, alors bien sûr, il y a des exceptions, ça ne marche pas toujours très bien, il y a des critiques à adresser, mais elles pratiquent la démocratie, c'est-à-dire qu'elles mettent du lien social, et ça n'a pas de prix. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la méthode. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un inconvénient par rapport au grand marché capitaliste? Non, on va dire que c'est un avantage pour le futur. Mais est-ce que les entreprises sociales, du coup, sont de la concurrence déloyale? C'est vrai que la concurrence déloyale... Ah non, la concurrence déloyale, c'est les entreprises qui la font entre elles. D'abord et avant tout, alors, il n'y a pas plus... On parlait de la fixation des prix. Si vous saviez, enfin, j'imagine que vous le savez, la façon dont sont fixés les prix pour faire culbuter son concurrent à quelque niveau que ce soit, à un niveau régional, à un niveau national, à un niveau international, et ce ne sont que des pots de banane et des tricheries. Mais sans arrêt, sans arrêt. Et le secret des affaires n'autorise pas la transparence. D'accord. Et donc, à votre avis, quel est un levier concret aujourd'hui, une proposition que vous pourriez mettre en place pour intéresser les politiques à l'entrepreneuriat social et faire en sorte qu'ils le développent? Moi, je n'ai pas si, il pourrait y avoir des propositions concrètes, mais je ne pense pas qu'aucune proposition puisse être recevable par les politiques tant qu'ils ne seront pas sortis de la nasse. Ils sont pris en tenaille. Ils sont pris en tenaille entre les grandes firmes et puis le fait que pour pouvoir être des politiques efficaces quand ils sont notamment aux affaires, à la direction d'un pays, il faut qu'ils soient capables de faire en sorte que les entreprises qui relèvent de leur nation, les entreprises nationales, qu'elles soient allemandes, françaises, américaines, anglaises, ce que vous voulez, pour qu'elles soient capables d'être présentes et compétitives dans la... Eh bien, à ce moment-là, il faut leur apporter des avantages. Ce sont les entreprises qui sont avantagées, pas l'économie sociale et solidaire. Parce que on fonctionne sur tout à fait d'autres buts. Et en plus, on s'adresse souvent à des besoins non soulevables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne relèvent pas du marché, qui relèvent tout simplement du lien social, de la nécessité sociale, et que là, ça n'a pas de prix en soi. Et ça ne peut pas avoir de prix. C'est une nécessité sociale. Et du coup, est-ce que les entreprises sociales qui quelque part s'inscrivent dans le marché, puisqu'elles vont sur les marchés concurrentiels, pour répondre à des besoins sociaux, est-ce qu'elles ne mettent pas sur justement, comme vous dites, là, il y a pas une contradiction avec ce que vous dites? Il y a des risques. Alors, on voit, par exemple, quand on regarde, on pouvait prendre, on n'a pas le temps, mais l'exemple de Mondragon. Il est bien entendu que voilà une entreprise coopérative espagnole, parmi les plus emblématiques,
à laquelle on s'est beaucoup référé à raison, qui aujourd'hui est devenue une firme multinationale, qui a beaucoup acheté en Espagne d'abord, ensuite à l'extérieur, et qui, à cause de sa taille, accusez bien, à cause de sa taille, ne parvient plus à être une entreprise véritablement démocratique, et peut-être même à être une entreprise sociale, exactement comme elle l'était il y a encore 10 ou 20 ou 30 ans. Alors, je crois que ça pose des questions. Il ne faut pas poser des questions uniquement au secteur capitaliste concurrentiel et par nature violent, qui mène une guerre terrible contre le travail et des guerres entre eux. Il faut aussi analyser et faire la critique du secteur de l'économie sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure également, du secteur public. Ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter par-dessus bord. D'autant plus, je ne crois pas du tout à l'État-providence. Je n'ai jamais cru à l'État-providence. C'est un très mauvais terme. Il n'y a pas de providence. Il y a des luttes, il y a des réflexions, il y a des luttes, il y a des expériences qui font qu'on développe le social en s'appuyant aussi sur la capacité politique que peuvent avoir des collectivités territoriales, des États, voire même des institutions supranationales. Du moins, ça devrait l'être. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, comme par exemple l'Union européenne ou n'importe quoi d'autre, pour faire effectivement que ça soit possible. Et dernière question, est-ce que les entreprises sociales permettent de réconcilier justement la sphère économique et la sphère sociale? Elles devraient. Et en plus, alors vous avez vu tout à l'heure à l'annonce que je me suis présenté peut-être de manière un peu exagérée comme économiste et sociologue. Je ne crois pas possible de séparer la sphère sociale de la sphère économique. Parce que l'économie doit répondre à des besoins sociaux, culturels, doit participer de la réponse à des besoins, d'abord les besoins immédiats, les besoins fondamentaux, boire, manger, vivre, etc., se loger, s'habiller, s'instruire, mais également du lien social. C'est-à-dire qu'il faut inverser. On a entendu tout à l'heure, il faut faire de la croissance pour faire de l'emploi. Non. À la limite, il ne faut pas faire de l'économie pour développer l'emploi. Il faut permettre à toutes, à tous, de participer à la production économique de biens et de services, d'utilité sociale. Chacun y apportera sa contribution en fonction des objectifs qui seront définis. Ce n'est pas par la croissance externe qui n'appartient à personne, qui est hors du champ de la démocratie politique et de la démocratie économique. Non, la démocratie économique, ça n'existe pas pour l'instant. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, il faut inverser la question. Il ne faut pas dire « développons pour avoir de l'emploi », il faut dire « quel emploi pour quelle production ?» et dans quelles conditions et pour qui. Et il faut complètement inverser la question. Alors, je sais que de la part d'un économiste, ça peut paraître bizarre, puisqu'on part toujours de l'économie pour dire si l'économie marche, eh bien, on va pouvoir satisfaire les besoins sociaux. Moi, je dis prenons d'abord en considération et mobilisons autour de ça toutes les intelligences de toutes les populations concernées, et on devrait pouvoir aboutir à des résultats dans le champ de l'économie, dans le champ de la production des biens et services, bien meilleurs que ceux-là. Alors ça ne se fera pas sans difficulté, ça ne se fera pas sans hésitation, ça ne se fera pas sans erreur, mais la démocratie est là pour faire la critique et l'évaluation. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si ça vous convient, mais voilà.